Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 20 novembre 2023, le dernier Raw juste avant Survivor Series qui aura lieu du coup ce week-end, ce samedi. Et on commence directement le show avec Drew McIntyre qui est directement dans le ring, pas d'entrée. Je pense que c'est normal, il a changé un petit peu son personnage, il a plus des côtés heal et je pense pas qu'il va garder le même film son, probablement, je sais pas. Enfin, du moins, pas la même entrée. Donc il est directement dans le ring, j'ai bien aimé comment ça a été réalisé. Et il va nous faire une promo que j'ai trouvée excellente. Il est là pour s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, où il dit tout simplement que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Il a vu partout sur les réseaux sociaux why Drew, why est-ce que Drew McIntyre a rejoint le Judgment Day, etc. Mais non, les fans n'ont pas compris. Il est toujours le même depuis maintenant plus de 20 ans de carrière. Les gens le suivent depuis qu'il a 22 ans dans le monde du catch. Et il n'a pas changé une seule fois. Si les gens sont fans de lui et si les gens le connaissent bien, ils savent très bien pourquoi il a fait tous ces. Bah, pourquoi il a agi comme ça, tout simplement. Et ceux qui n'ont pas compris, c'est juste qu'ils n'étaient pas vraiment fans de lui ou qui l'ont pas assez suivi parce qu'il n'a pas changé du tout. Donc maintenant, il va répondre à la question, est-ce qu'il rejoint le Judgment Day? Il laisse le public répondre dans un premier temps. Le public va répondre non, mais je pense que le but de la BBE, c'était que le public dise oui. Donc il va répondre comme si le public avait dit oui. Et il va dire que vous me connaissez très mal. Non, j'ai pas rejoint le Judgment Day du tout. Mes agissements et mes actions, c'est encore une fois pour la même raison. J'ai toujours pas digéré ce qui s'est passé avec Jey Uso. Et oui, certes, on lui répète à chaque fois faut que tu passes au-dessus, faut que tu passes au-dessus, faut que tu passes à autre chose, etc. Mais lui, il oublie pas. Il oublie pas ce qui s'est passé à Clash de Castle. C'était l'opportunité pour lui. Et il oublie pas tout ce que Jey Uso il a pu faire à lui en partie et d'autres catcheurs à la WWE. Tout le mal qu'il a pu faire avec sa famille. Donc il veut pas passer au-dessus de ça. C'est pour cette raison-là qu'il a attaqué Jey Uso la semaine dernière. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous annonce qu'il sera dans la team Judgment Day pour le War Games match. Donc il fait officiellement partie de cette team-là. Il rejoint pas officiellement Judgment Day. Ça me rassure personnellement. Je voulais pas voir du tout un Drew McIntyre Judgment Day. Mais j'aime beaucoup en vrai cette promo-là parce que c'est cohérent du début à la fin. Il n'oublie pas les éléments passés qui datent de presque maintenant, il y a quasi 2 ans. Bon, j'abuse un petit peu, mais 1 an et demi presque. Il n'oublie pas tous ces éléments-là. Et c'est ce qui construit un petit peu son personnage, c'est ce qui forge son personnage. Et c'est bien plus intéressant d'avoir un Drew McIntyre comme ça, qui sait ce qu'il veut et qui fait ses agissements comme il veut le faire, plutôt qu'avoir un Drew McIntyre comme on avait il y a 1 an et demi, 2 ans, juste avant ce fameux match où il était là avec son épée, et il pourchassait Baron Corbin, etc. C'était vraiment un Drew McIntyre pas intéressant, assez plat. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu personnellement un heel turn de Drew McIntyre parce que c'est indéniable le talent qu'il a Drew McIntyre et on sait tous pertinemment que Drew McIntyre il peut faire des choses incroyables. C'est pas en lui mettant un personnage plat, en lui mettant un personnage lisse de face jusqu'au bout qu'il aurait quelque chose d'intéressant à nous raconter. Là c'est bien plus intéressant et on voit vraiment la différence et j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé cette promo là. On a Jey Uso qui va débarquer, on aura aussi le Judgment Day qui vont venir se mettre derrière Drew McIntyre pour au cas où s'il se passe quelque chose. Sauf que Drew McIntyre, évidemment, il agit pour lui-même, c'est juste que là, il est dans la team Judgment Day. Là, on aura tout le monde qui va venir en rescousse pour Jey Uso, Seth Rollins, Sami Zayn, Cody Rhodes qui vont débarquer. Et Adam Pearce également, qui vient mettre un terme avant qu'il se passe quelque chose. Il annonce aussi que c'est officiel, Drew McIntyre fera partie de la team Judgment Day dans le War Games match. Mais par contre, il faudrait un 5ème membre pour la team de Cody Rhodes, etc. Donc il demande à la team de Cody Rhodes, Seth Rollins, etc. de trouver un 5ème membre avant la fin de la soirée, l'annoncer avant la fin de la soirée. Et aussi, il demande aux deux teams de trouver qui affrontera qui pour le match de l'avantage, celui qui aura la team qui aura l'avantage du coup pour le War Games match. Il demande que tout ça se passe avant la fin du show parce que sinon il va devoir faire les choses lui-même. Et du coup voilà, donc chacun retourne de son côté. Entre temps on a un match entre Nia Jax et Raquel Rodriguez que j'ai pas trouvé terrible personnellement. 8 minutes de match. Ce qui était bien aussi dans cet épisode d'Euro, c'est que tous les matchs étaient plus ou moins longs. Enfin du moins ils duraient plus de 5 minutes. C'était entre 8 minutes et 15 minutes on va dire chaque match. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Par contre ce match là je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai vu que la fin du match a beaucoup fait parler. En tout cas ce que j'ai ressenti sur les réseaux sociaux. On a à la fin Nia Jax qui est sur les épaules de Raquel Rodriguez et avec son poids, Raquel Rodriguez va tomber. Du coup, elle sera en dessous de Nia Jax et Nia Jax elle va faire son banzai drop, je sais pas comment ça s'appelle, son truc assez pourri. Et elle va remporter le match d'une manière assez clean, comme ça, du coup. Moi, ça me dérange pas, j'ai pas trouvé que c'était mal réalisé. J'ai juste trouvé que le résultat était pas incroyable. Je pense que Raquel Rodriguez a peut-être plus d'avenir que Nia Jax à l'heure actuelle à la WWE, donc j'ai pas trouvé le résultat satisfaisant, mais bon. On verra bien, dans tous les cas, je suis pas très fan des deux catcheuses.
Entre-temps, en backstage, on a les deux teams qui décident qui affrontera qui pour le match pour l'avantage. Du côté de Judgment Day, on a JD McDonough qui propose que ce soit Damian Priest, il s'autoproclame, on va dire, le leader de cette team du Wargames, donc il devrait y aller. Tout le monde est d'accord, sauf qu'à ce moment-là, Rhea Ripley, elle dit ce serait peut-être mieux d'avoir Drew McIntyre. Drew McIntyre, il débarque, il demande d'être le mec qui va affronter l'autre mec pour l'avantage. C'est réglé. On sent quand même qu'il y a 2-3 petites frictions entre Damian Priest et Drew McIntyre, c'est logique. On sent vraiment directement le rôle de leader qu'il peut avoir dans cette team, du coup, Damian Priest, et qui vient régler les choses, qui vient se mettre face à face avec Drew McIntyre au cas où c'est un problème. Donc ce sera bel et bien Drew McIntyre qui sera dans le match. Et du côté de la team des Face, on a Jey Uso qui se propose, il dit que Drew McIntyre a parlé de famille, donc il aimerait bien voir ce match-là. Tout le monde accepte, et par contre ils sont toujours en train de se questionner qui sera le cinquième membre. Mais on a Cody Rhodes qui a bien fait les choses et qui dit que il a un vieil ami qui est présent et il va essayer de le ramener. On nous précise que Cody Rhodes, il a parlé à Nick Aldis la semaine dernière, c'est important de le préciser parce que sinon ça aurait été incohérent, et qu'ils peuvent choisir quelqu'un du côté de SmackDown si besoin, mais par contre on a Cody Rhodes qui dit qu'il a quelqu'un, il règle tout ça, il a un ancien ami qui peut appeler, donc tout est réglé. On a Becky Lynch qui affronte Xia juste après, ça a duré 12 minutes je crois le match, il était assez long en vrai, c'était un match assez long. J'ai trouvé que c'était vraiment pas un match hyper important, vu comme on nous l'avait vendu ces dernières semaines, je trouve que c'était un programme assez important et qui pouvait être intéressant. Mais là, comment ça s'est déroulé? Déjà, le match n'était pas incroyable. Victoire de Becky Lynch, il n'y a pas grand chose qui se passe juste après. Et surtout, ça passe au second plan, puisque juste après, on a Damage Control qui viennent du côté de Raw pour peut-être attaquer Becky Lynch. Sauf que là, on a la team de Bianca Belair et Charlotte Flair qui arrive par derrière. Grosse bagarre, on a les officiels qui viennent les séparer. Finalement, pas trop de dégâts, en tout cas, contrairement au Wargames match masculin. Mais on a quand même eu besoin des officiels pour les séparer. D'ailleurs, plus tard en backstage, lorsque Adam Pearce va annoncer que la semaine prochaine, il y aura un match pour déterminer qui sera les challengers numéro 1 au titre par équipe du Judgment Day, on a Nick Aldis qui vient pour parler à Adam Pearce, enfin plutôt Adam Pearce qui va vers Nick Aldis pour lui parler, et à mon avis pour régler 2-3 petites choses par rapport à ce qui s'est passé et pourquoi on a eu des femmes du côté de SmackDown qui sont arrivées du côté de Raw. À mon avis, ça n'a pas dû plaire à Adam Pearce. En tout cas, c'est toujours très intéressant cette petite guerre, on va dire, des brands, même si pour l'instant c'est pas méga enclenché, mais on sent vraiment qu'il y a de la tension entre Nick Aldis et Adam Pearce, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme, en espérant qu'ils continuent ça jusque au moins, on va dire, sur leur série de l'année prochaine, histoire d'avoir un bon recompte SmackDown qui pourrait être intéressant. Je pense que si tu fais ça tout au long de l'année, les fans vont accrocher, et à la fin, ton hors série, ce sera vraiment un gros pay-per-view de qualité. Et je dis pas que celui de cette année, il est pas de qualité du tout, hein, mais je pense que celui de l'année prochaine, il peut être quand même vraiment pas mal avec cette guerre de brand. Enfin bref, juste après ça, on a Johnny Gargano qui affronte Ludwig Kaiser. C'était un rematch, mais bon, je trouve que le match était quand même très sympa. Ça fait juste plaisir de voir ces deux catcheurs là catcher qui sont juste excellents. On a Ludwig Kaiser juste avant backstage qui précise bien à Giovanni Vinci que Gunther l'a nommé responsable de ce match-là et que c'est lui qui s'occupe du match, pendant que à ce moment-là, Giovanni Vinci peut rester de son côté. Il vient aider personne, il reste en coulisses et lui il va se charger de tout ça. Sauf qu'il va pas du tout faire ça, Giovanni Vinci, puisqu'à la fin du match, il va venir pour aider Ludwig Kaiser, sauf qu'il va pas réellement l'aider. Et Johnny Gargano, il va en profiter. Victoire de Johnny Gargano. Je vous conseille de regarder ce match-là parce que le match il était en vrai assez bien. C'était pas incroyable non plus, mais c'était quand même un bon petit match. Le public a bien réagi pour Johnny Gargano, je trouve, donc ça fait plaisir. Et une belle victoire du coup pour Johnny Gargano qui continue d'être bien plus présent qu'il y a quelques mois où c'était vraiment le néant, on savait même plus ce qu'il était, Johnny Gargano. Ça me fait juste plaisir de le voir de retour et de le voir présent chaque semaine, parce que là c'est quasi chaque semaine où il est présent, et tant mieux, en espérant que la semaine prochaine il aura son opportunité pour les titres par équipe avec Tommaso Ciampa. Mais du coup voilà, après on a toujours des tensions entre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci évidemment. On a Gunther qui est là pour asseoir son autorité sur Imperium. Il engueule un petit peu Ludwig Kaiser en backstage juste après, où il dit que Giovanni Vinci il a fait très bien les choses. Mais ça m'intrigue un petit peu cette histoire de tension entre les deux, enfin entre Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, et même dans Imperium en général. J'ai juste pas envie que ça se sépare. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui a du potentiel, pas réellement du potentiel, parce qu'on est déjà conscient du potentiel qu'ils ont, mais ils ont de l'avenir, et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose par la suite. Donc j'espère que d'ici là ça va pas se séparer, parce que ce serait vraiment une grosse déception, je trouve. Juste avant de passer au prochain match, on a vite un segment backstage où on a Shayna Baszler et Zoe Stark qui sont assis dans le coin du Judgment Day. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines maintenant, le Judgment Day à Raw, ils ont toujours leur petite loge avec plein de petits goodies à eux, des drapeaux, plein de trucs qui correspondent au Judgment Day.
Et là, on avait Zoe Stark et Shayna Baszler qui étaient assis sur le canapé du Judgment Day. On a la replay de Dominic Mysterio qui demande qu'est-ce qu'elles font là. Et on a Zoe Stark et Shayna Baszler qui répondent que ils ont entendu parler de ce petit club-là, ils voulaient voir à quoi ça ressemblait, donc elles sont venues sans pression. Mais par contre, Zoe Stark, elle est toujours, elle prévient toujours au Rhea Ripley qu'elle n'est pas concentrée du tout sur son titre, alors que ça devrait être sa priorité première à Rhea Ripley, se concentrer sur son titre et ce qui se passe autour. Mais à côté de ça, Rhea Ripley, non, pas du tout. Elle se concentre sur le Judgment Day, elle se concentre sur le War Games match plutôt que de se concentrer sur Zoe Stark qui peut être une adversaire assez coriace. Donc elle est là pour lui rappeler Zoe Stark. Et je trouvais ça intéressant. Maintenant, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que le match va donner à Survivor Series. J'ai vu beaucoup qui se plaignaient de ce match-là, qui disent que c'est pas une affiche assez grosse pour Survivor Series. Il y en a qui auraient préféré avoir Nia Jax contre Rhea Ripley. Vraiment, si vous préférez voir Nia Jax contre Rhea Ripley à Survivor Series, à mon avis, c'est que vous suivez pas très bien les shows. Parce que même si, certes, Nia Jax elle a un personnage intéressant, elle fait plus parler d'elle, etc. Si t'as envie de voir Nia Jax catcher, c'est vraiment que t'es pas trop fan de catch. Parce que c'est vraiment pas incroyable. Et je comprends, il y en a qui disent qu'elle est sous-cotée. Je peux vous l'accorder, elle est peut-être sous-cotée, elle est peut-être intéressante sur plusieurs aspects, mais dans le ring, c'est le jour et la nuit, Zoe Stark et Nia Jax. Nia Jax, il n'y a pas grand-chose d'intéressant et je préfère ne pas voir de match plutôt que de voir un match de Nia Jax personnellement. Ensuite, on a eu un Fatal 4-Way par équipe pour déterminer qui seront les aspirantes numéro 1 au titre par équipe féminin. Du coup, on avait d'un côté Katana Chelsea et Lynn Carter, on avait Ivy Nile et Maxine Dupri. Une nouvelle petite équipe qui a commencé à être fondée la semaine dernière. Je trouve que c'est pas une équipe du tout intéressante. De l'autre côté, on avait Tegan Nox et Natalia, pareil, une équipe que je trouve pas intéressante du tout. Et Candice LeRae et Indy Hartwell. J'ai pas trouvé le match incroyable non plus, pareil, il a duré plus ou moins 10 minutes. Victoire de Tegan Nox et Natalia, qui du coup affronteront les championnes par équipe prochainement. Je sais pas quand, je sais pas si ça a été annoncé ou pas. Mais ça m'intéresse pas du tout, le programme m'intéresse pas. On a deux équipes recomposées, deux équipes qui catchent pas hyper bien ensemble, que ce soit individuellement ou ensemble, je trouve que c'est pas non plus grandiose les deux équipes. Donc ça m'intéresse pas du tout, il n'y a pas énormément de matière pour que je sois intéressé personnellement. Après, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être que je vais être surpris, peut-être que le match va être hyper intéressant, mais pour l'instant, que ce soit le programme ou le in-ring, il n'y a rien qui m'intéresse. Et j'espère que mon avis changera en tout cas. Juste avant le main event, je crois, on a un face-à-face entre le Miz et Gunther, dernier face-à-face juste avant Survivor Series. Je suis pas hyper hypé par le match, mais là, avec ce segment-là, ils ont réussi à me hyper à fond pour le match. On a le Miz qui va nous faire une promo hyper intéressante où d'abord il va nous dire que c'est un divertisseur, c'est une superstar de la WWE et il est fier d'en être une, comme toutes les superstars qu'il a pu regarder quand il était jeune. Macho Man Randy Savage, Rick Rude, on en a plein, on a Ultimate Warrior, je crois qu'il va parler de Shawn Michaels aussi, Bret Hart, etc. Et il est fier de faire partie de tous ces catcheurs-là, les divertisseurs, les superstars, etc. Ce qui n'est pas le cas pour Gunther, puisqu'il considère Gunther tout simplement comme un robot, et lorsqu'il perdra son titre, il va redescendre tout en bas. Lui, le Miz, il a connu les hauts, il a connu les bas, et il a su remonter quand il était en bas. Mais Gunther, lui, il a connu que les hauts, donc comment ça va se passer lorsqu'il va toucher le bas? Est-ce qu'il va faire comme certaines superstars qui sont passées par la WWE et plus jamais connaître les hauts et rester tout en bas? On verra comment ça va se passer, et on aura Gunther qui va répondre du coup au Miz en lui disant tout simplement que ok, tu veux parler, on va parler, je vais te dire ce que je pense de toi, pour moi tu vaux rien, pour moi t'es comme toutes ces personnes dans l'arène, t'es juste un fan et tu l'as prouvé parce que tu nous expliques que quand t'arrives à la WWE, t'étais fan de tous ces catcheurs-là, t'arrives à la WWE pour rencontrer tous ces héros que tu voulais rencontrer quand t'étais plus jeune, et tu t'es fait harceler entre guillemets par tous ces superstars-là, ce qui est vrai, hein. Il y a pas mal d'histoires qui racontent le fait que le Miz il s'est fait un petit peu maltraité par tous les catcheurs du vestiaire de la WWE quand il est arrivé. Gunther il dit que le Miz il mérite pas du tout d'être dans ce sport, et j'aime bien qu'il appelle ça du sport parce que c'est du sport avant tout. Certes c'est du divertissement sportif, mais avant tout ça reste du sport, et moi je regarde ça pour ce qui se passe dans le ring. Et certes les histoires ça rajoute un plus à tout ça et ça rend le truc encore plus intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus personnellement c'est ce qui se passe dans le ring. C'est du sport et j'aime bien avoir des catcheurs comme ça comme Gunther qui apportent de l'importance à tout ça et qui appellent pas ça du divertissement sportif à tout va comme tout le monde le fait, comme à la WWE. C'est du sport, c'est des catcheurs et il faut qu'ils s'appellent comme ça. Vince McMahon il a bien été sympa avec tous ses surnoms, Superstar, Sports Entertainment, etc. Maintenant, faut qu'on revienne aux bases, c'est du catch, c'est du sport. Donc voilà. Ensuite, on aura le public qui va chanter USA, USA à Gunther, mais Gunther va très vite les calmer. Je trouve qu'il est très très bon en promo, il arrive à très bien improviser lors de ce genre de moment, Gunther. Franchement, il est vraiment très très bon en promo. Et il va terminer par dire que
le Miz, à mon avis, il n'a pas été assez intimidé, assez harcelé par toutes ces personnes quand il est arrivé à la WWE. Donc il va le faire, il pousse un petit peu le Miz, lui met deux trois petites poussettes sur le visage, etc. Jusqu'au moment où le Miz va essayer d'attaquer Gunther. Gunther il va vite le calmer avec un big boot. Et à un moment donné, quand Gunther va se mettre au-dessus du Miz pour lui tenir la tête et encore plus le maltraiter, on aura le Miz qui va lui mettre un coup de pied derrière dans les boules. Et ensuite, il va lui mettre son Skull Crushing Finally. Et le segment va se terminer là-dessus. J'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'il y a une belle histoire qui peut être racontée dans le ring. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Miz va nous donner dans le ring. Parce que Gunther a très bien mis le Miz face à la situation. Il dit qu'il est pas fait pour ce sport. Donc, à mon avis, le Miz va devoir me prouver qu'il peut faire quelque chose dans ce sport-là. Donc, j'ai hâte de voir le spectacle. Juste après, on a Nakamura qui a affronté Chad Gable dans un match qui était assez sympa. J'ai bien aimé le match. Je trouve que le match était super bien construit. Mis à part la fin où encore une fois ça se termine sur un roll-up et victoire de Nakamura et ça me dérange. Pas la victoire de Nakamura évidemment, mais le roll-up, je déteste ce genre de finish. Si tu veux donner une victoire à quelqu'un, donne-le jusqu'au bout, hein. Ça va pas encore plus détruire la personne qui est en face. Je pense que Nakamura il était très légitime pour battre Chad Gable et s'il est obligé d'avoir un roll-up pour battre Chad Gable, ça va être compliqué pour Nakamura. Même si Chad Gable, certes, ça devient quelqu'un d'hyper sérieux, on va dire, dans le ring, puisqu'il a affronté Gunther, il était proche de battre Gunther, etc. Donc ça reste un affrontement équivalent, on va dire. C'est pas comme si Nakamura il affrontait encore une fois Otis ou Akira Tozawa, où là c'est pas vraiment équivalent dans la situation, hein, je parle, parce que Akira Tozawa c'est un sacré catcheur quand même. Mais la victoire de Nakamura qui remporte le match sur un roll-up. Et sur les réseaux sociaux, il continue, la WWE, puisqu'ils ont posté une vidéo où Nakamura il va encore une fois dire que il attend quelqu'un de spécifique, il sait qu'il est proche, et il l'attend. Mais de qui il parle? Est-ce qu'il va faire son Open Challenge à Survivor Series et on aura CM Punk? Ça, c'est la question que je me pose. J'y crois pas trop pour l'instant parce que ça me paraît trop beau pour être vrai, façon de parler. Mais qui est-ce que Nakamura il attend? J'espère pas être déçu par ça. Pas mal de rumeurs, encore une fois. CM Punk, et à part ça, j'ai pas vraiment d'idée, hein. Je sais pas qui peut affronter Nakamura. Est-ce que c'est lié à Randy Orton ou quoi que ce soit? Je sais pas, mais j'espère juste ne pas être déçu parce que ça me hype et en tout cas j'aime beaucoup le fait que Nakamura soit vraiment présent dans les épisodes de Raw et qu'il ait vraiment un programme intéressant jusqu'à là. Programme qui a pas encore commencé mais qui est déjà très intéressant je trouve. Et enfin on passe au main event, juste avant ça on a les catcheurs qui se préparent, ils reçoivent 2-3 conseils des membres de leur team qui disent de pas perdre, de revenir avec l'avantage, etc. On a Jey Uso qui dit qu'il sait très bien faire, t'inquiète pas. J'ai déjà fait un Wargames match, je sais comment faire les choses. Je vais revenir avec l'avantage. Je vais revenir en un seul morceau pour être présent pour Wargames, etc. Donc là, on a le match qui commence. Très bon match de 18 minutes, un bon petit main event. C'était très très long et j'ai bien aimé. Franchement, le match il était carré. Il n'y avait pas grand chose qui m'a déplu dans ce match-là. On termine sur une victoire de Drew McIntyre qui remporte le match plutôt clean, j'ai trouvé. Il va faire bousculer un petit peu Jey Uso vers la fin. Il va lui mettre son comment ça s'appelle, Future Shock DDT pour remporter le match. D'ailleurs, très très gros clin d'œil. Le fait qu'il remporte les matchs avec le Future Shock DDT maintenant, je trouve que c'est un petit clin d'œil pour dire que son personnage échange. C'était son finisher à l'époque. Et pour moi, ça veut tout dire. Donc, victoire de Drew McIntyre. La team des Heels, la team Judgment Day aura l'avantage. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais très très intéressant d'avoir eu ce match Jey Uso contre Drew McIntyre pour l'avantage. J'avais pas pensé du tout. J'aurais pensé peut-être à un Cody Rhodes contre Damian Priest encore une fois ou un autre type de match. Mais là, très intéressant, ça coïncide avec ce qui se passe, la haine entre Jey Uso et Drew McIntyre, enfin plutôt la haine de Drew McIntyre envers Jey Uso. C'est hyper cohérent et le fait aussi que Drew McIntyre soit dans le match, c'est hyper cohérent parce qu'il justifie le fait qu'il veut être dans le match juste pour être enfermé avec Jey Uso, quelque chose qu'il n'a pas pu avoir du tout et maintenant il va pouvoir régler ses comptes avec lui enfermé dans une cage, donc c'est très justifié et j'aime beaucoup comment ça a été fait. Ensuite on a le Judgment Day qui débarque et on a Judgment Day qui demande à Drew McIntyre de continuer d'attaquer Jey Uso. Drew McIntyre lui, pas besoin de lui dire deux fois, hein, c'est Jey Uso donc à ce moment là il peut directement y aller. Il veut prendre Jey Uso, il veut le mettre sur la table des commentateurs, mais à ce moment là on a tout le monde qui va débarquer. On aura Cody Rhodes qui va débarquer, c'est Rollins, Sami Zayn, etc. Ils viennent pour annoncer le dernier membre. Cody Rhodes prend la parole. Cody Rhodes dit que c'est très bien pour le Judgment Day, ils ont l'avantage, tant mieux pour eux. C'est très bien aussi qu'ils ont Drew McIntyre dans l'équipe, qu'ils ont une star comme Drew McIntyre, mais ils sont pas tout seuls. Le membre qu'ils vont annoncer, il a quelque chose en commun, il a même un héritage en commun, Legacy, et là le public il comprend directement. Il rajoute une couche en disant que c'est un Apex Predator, et là à ce moment-là le public il chante Randy, Randy, Randy. Et Cody Rhodes va terminer par dire que c'est pas des voix dans nos têtes qu'on entend là actuellement, parce que le public
a raison et on aura bien Randy Orton à Survivor Series cette année. C'était indéniable. On l'aura dans le match, c'est annoncé. Il y a déjà les graphiques par rapport au match. Il aura une pop de fou. Il n'a pas fait son retour à Raw, mais en tout cas, c'est officiel. À mon avis, ils ont annoncé ça à Raw juste avant, à mon avis, pour contrecarrer les rumeurs par rapport à CM Punk, puisqu'on sait qu'il y aura des rumeurs de fou et les gens vont s'attendre à CM Punk si on disait qu'il y avait un partenaire mystère. Donc là, Randy Orton est annoncé, c'est pas plus mal, mais j'ai juste hâte de voir la pop qu'il va recevoir quand il va faire son entrée. Peut-être qu'il fera son entrée à la fin, comme Kevin Owens l'avait fait lors de War Games en 2019 du côté de NXT. Peut-être qu'il va faire son entrée directement et là, ça va popper comme des fous. Mais j'ai juste hâte de voir ça et le match, il est juste stacked de fou. On regarde les deux teams, du côté des deux teams, c'est juste incroyable. Drew McIntyre, Damian Priest, JD McDonagh qui va catch. Et franchement, je pense à JD McDonagh qui va faire son premier gros match à la WWE face à des catcheurs comme Randy Orton, Seth Rollins, etc. À mon avis, ça va être juste du bonheur pour lui et j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir donner. Finn Balor, Dominic Mysterio, etc. De l'autre côté, Seth Rollins, Sami Zayn, Randy Orton, on a qui d'autre, Jey Uso. Franchement, le match il est vraiment très très rempli et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé qu'il était juste excellent. C'était un très très bon épisode. Bien rempli, mais pas trop. On a eu pas mal de gros matchs, donc forcément, ça comblait pas mal de segments backstage qu'on aurait pu avoir en plus. Et tant mieux, on n'a pas eu trop. Je trouve que la construction était parfaite du début à la fin. Il n'y a eu pas de truc qui m'a dérangé personnellement. Donc j'ai juste qu'une hâte, c'est d'être à Survivor Series. Et du coup, voilà. On se retrouve du coup dans la semaine pour les pronostics de Survivor Series. On se retrouvera aussi samedi pour la review de SmackDown juste avant Survivor Series. Soyez présents et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch à l'espoir. Bisous, bisous.